collabs de la boîte, ils nous disent mais moi, si on enlève cette flexibilité, je me casse en fait. Comment tu fais pour accompagner ces gens-là? Tu peux pas leur dire c'est 3000 balles la créa et puis je te l'envoie dans 2 mois. Ça ne marche pas. Ce qui a été un peu percutant, c'était la hiérarchie. Quand on dit il n'y a plus de chef, il n'y a plus de titre, les anciens chefs, ils se disaient mais comment je vais faire? Cette culture-là, elle est possible que si on se fait confiance, si on est responsable et si on arrive à communiquer les uns avec les autres de manière constructive en fait. À partir du moment où on a compris que notre boîte, c'était des hommes, en fait, il faut s'adapter. Tu peux pas, quand tu passes la porte du bureau, occulter tout ce qui se passe dans ta vie perso. C'est pas vrai en fait. Le socle de base, c'est important pour le salarié, c'est bien pour moi, ça doit être bien aussi pour mon client et ça doit être bien pour l'entreprise. Si tout le monde se met à prendre 25, 30, 40% d'augmentation tous les ans ou tous les 6 mois ou quoi, et à un moment donné, c'est pas bon pour la boîte. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Counter. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle masterclass avec Amélie Chibert qui me fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. Alors, pour plusieurs raisons, je suis très content de t'accueillir, Amélie. Oui. C'est que à la fois, tu es à la tête, en tout cas de manière collégiale, d'une boîte technologique dans l'écosystème comptable et financier, et que moi, la tech, c'est quelque chose qui m'inspire et comme un espèce de levier de changement dans la profession comptable. Donc, je suis toujours très intéressé d'avoir des acteurs technologiques avec nous ici. Et puis, on va pas se mentir, tu es une fille à la tête d'une grosse entreprise, donc je vais la présenter vite fait, avec toutes les datas que je puisse avoir. Donc, Time, donc toi, tu es cofondatrice et directrice ou présidente de Time, qui est une fintech, éditeur de logiciels, qui aide à la fois les entrepreneurs et les experts comptables à fluidifier, automatiser, en tout cas simplifier la production de la comptabilité. Ça a été créé en 2015. Vous êtes aujourd'hui 250 personnes avec un revenu ARR de 30 millions, taux de croissance 100% par an, 100% autofinancé. Donc ça, c'est aussi une prouesse assez remarquable. Dans cet épisode, on va parler de culture de boîte. C'est très important parce qu'avec la défaillance, ou en tout cas les problèmes de recrutement qu'on peut retrouver dans l'écosystème comptable et financier, vous avez fait une petite prouesse justement pour essayer d'attirer les talents, mais aussi les fidéliser. On va vraiment parler de ça. Et puis c'est parti. Welcome. Eh bien, merci pour l'invitation en tout cas. Je suis ravie d'être là. C'est mon baptême de podcast, donc allons-y. Alors vas-y, sens-toi libre en tout cas. Ici, tu as la libre antenne, Amélie. Est-ce que pour que les auditeurs qui nous écoutent puissent en savoir aussi un peu plus sur toi, rapidement, succinctement, expliquer ton parcours et d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce qui t'a amené en 2015 à cofonder Time? Yes, et moi j'ai un parcours assez classique somme toute, puisque j'ai fait déjà une école de commerce et après mon école de commerce, j'ai enchaîné, j'ai été recrutée par Arnaud Doyon, que tu connais bien, puisque tu l'as eu plusieurs fois, je pense, dans le podcast ici, qui m'a recrutée quand il a lancé l'expertcomptable.com, donc un cabinet d'expertise comptable qui doit parler à tes auditeurs, je pense, puisque à la fois cabinet et éditeur de contenu pour vulgariser toute la partie comptable. Moi, j'ai été recrutée par Arnaud en 2009 pour lancer vraiment ce cabinet. Donc, j'ai 7 ans de cabinet dans les pattes et ce qui a fait que l'expertcomptable.com a cartonné, puisque ça a une croissance assez folle et ça continue d'ailleurs, c'était le fait qu'on avait une offre pour les entrepreneurs avec un outil. Et donc, cet outil, c'est l'ancêtre de Time. Et donc, moi, j'ai bossé 7 ans dans ce cabinet, j'ai fait des TVA, j'ai fait du bilan. Donc, tu as fait de la prod, hein. J'ai fait de la prod. Alors, comment tu passes de l'école de commerce à de la prod? Parce qu'il fallait quand même un peu connaître le sujet. Okay. Donc, tu mets forcément les mains un peu dedans. Mais l'objectif, c'était vraiment, après, très vite, comme ça grossissait beaucoup, on avait énormément de croissance. Ça a été de gérer et de piloter un petit peu cette croissance. Et ça, c'était plus mon sujet. Recruter, structurer les équipes pour continuer de fournir un travail de qualité pour les clients, structurer la croissance et notamment trouver des locaux, par exemple, puisqu'on a ouvert des bureaux un petit peu partout en France, trouver des collaborateurs, challenger les offres commerciales, etc. Donc, ça a été plutôt ça mon job. Et dans la secret sauce, en fait, de tout ça, il y avait cet outil qu'on mettait à disposition de nos clients, donc qui était l'ancêtre de Time, qui a fini par s'appeler déjà Time avant même 2015. Et donc, on mettait à disposition des clients de l'expertcomptable.com. Time, notamment. C'était une partie des ingrédients magiques. Sauf qu'on s'est rendu compte au bout d'un moment que si on voulait vraiment investir dans la tech, et dans ces outils-là, il fallait voir un tout petit peu plus grand que le seul périmètre des clients de l'expertcomptable.com
aussi importante sa croissance était-elle, quoi. Donc, avec Maxime, que tu connais, Arnaud, du coup, Grégoire, on a été 6 à lancer, en fait, à se dire, OK, Time, c'était à la base qu'un outil de l'expertcomptable.com. On va en créer une vraie boîte à part entière. Donc, on va scinder les 2 activités et nous, on va se concentrer essentiellement sur Time. Et ça a été la décision qu'on a prise en 2015 en disant, on scinde les activités. Time va avoir sa propre vie. Évidemment, on va servir l'expertcomptable.com, mais va aussi servir d'autres cabinets d'expertise comptable et d'autres entrepreneurs, puisque ça fait partie des outils que tous nos entrepreneurs tout le monde nous disait vraiment c'est génial. Voilà, ça faisait partie de la secret sauce pour qu'on soit recommandé, quoi. Très clair. Voilà. Je reviens un peu sur les prémices de la création de Time. En gros, tu as bossé, tu vois, chez l'expertcomptable.com. Ouais. Tu as employé un mot que je trouve qui est assez intéressant, c'est l'offre commerciale. Tu as structuré, challengé l'offre commerciale. Je trouve que pour un cabinet d'expertise comptable, utiliser ce terme, peut-être parfois ça peut faire un peu peur, ou alors on se dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Sur cette partie-là, qu'est-ce que tu as fait ? On a testé plein de choses. En 2009, il n'existait quasiment rien en ligne sur l'expertise comptable. Tu m'étonnes. L'idée, c'était pas forcément d'afficher nos prix, un peu comme ça s'est vu après, puisqu'on a été tout de suite suivi par d'autres cabinets assez agressifs. Nous, on a toujours respecté un petit peu la déontologie, en fait, des experts comptables, mais ça a été challenger le prix. Qu'est-ce qu'on met dans l'offre ? Est-ce qu'on met toutes les TVA ? Est-ce qu'on met des TVA mensuelles ? Est-ce qu'on met des TVA trimestrielles ? Est-ce qu'on met du conseil dedans, illimité ou pas ? Est-ce qu'on met le juridique annuel ? Est-ce qu'on met le bilan ? Et quel prix on propose et pour que ça fonctionne, en fait. Très vite, on s'est aperçu qu'une offre totalement packagée, avec tout dedans, ça fonctionnait. Et très vite aussi, on est allé sur offrir la création d'entreprise. Ah oui, déjà à cette époque. Ouais. À cette époque, ouais, ça a été assez rapide, en fait. C'était notre produit d'appel pour les entrepreneurs, parce qu'on faisait de la croissance organique 100%. Avec des taux de croissance, je ne sais même plus, mais c'était plus de 200% par an. C'était énorme. Croissance organique 100%. Et le produit d'appel, c'était la création de la boîte, en fait. Donc, le créateur, il venait chez nous, on l'accompagnait, on le conseillait gratuitement. Après, il avait derrière une offre marketée, abordable, avec un outil en plus cool. Donc, en fait, c'était vraiment... Il y avait tous les ingrédients. Et je ne l'oublie pas, des personnes compétentes aussi qui pouvaient l'accompagner. Parce que c'était pas en ligne à l'époque, ça s'appelait l'expertcomptable.com, mais c'était des cabinets physiques et on rencontrait tous nos clients. Ok, d'accord, très clair. Merci pour cette partie-là. Quand vous créez, en tout cas en 2015, et vous scindez ces 2 activités, c'est quoi la vision ? Parce que 2015, aujourd'hui, on tourne au mois d'août 2024. J'imagine que la vision a changé. Et à la base, c'était pour servir l'expertcomptable.com. Mais c'était quoi un peu la vision ? À la base, c'était, et ça a changé, mais pas tellement finalement. L'objectif, c'était vraiment simplifier l'entrepreneuriat, simplifier la vie des entrepreneurs. Quand on a lancé Time, vraiment scindé du groupe d'expertise comptable, quand on en a fait une structure vraiment à part entière, notre vision, c'était donner des outils aux experts comptables pour simplifier la vie des entrepreneurs. Mais c'était par le biais des experts comptables, comme d'habitude. On permettait aux experts comptables de proposer à leurs clients des outils qui allaient simplifier la vie de leurs clients en priorité et par là même leur vie aussi. Donc cette vision, elle n'a pas beaucoup changé, in fine. C'est vraiment ce qu'on a mis dans le produit qui a largement évolué par rapport à ce qu'on avait en 2015 et ce qu'on a maintenant. Évidemment, tu t'imagines bien qu'il y a un monde. Je me rappelle la version de 2015, franchement, ça se ferait marrer de la voir. Hein. Ça n'avait pas tout à fait la même tête. Mais l'ADN, en fait, il n'a pas énormément changé. C'est vraiment le contenu, effectivement, dans le produit qu'on a mis et l'offre qu'on a maintenant côté Time, évidemment, qui est beaucoup plus aboutie. Mais à la base, c'était ça. C'était simplifier la vie des entrepreneurs. Et comme les entrepreneurs se font accompagner par des experts comptables, c'est donner aux experts comptables cette possibilité-là d'offrir des outils comme Time à leurs clients. Ok, très clair. On reparlera un peu des fonctionnalités, de la proposition de valeur de Time aussi pour tous les acteurs de l'écosystème, que ce soit les collabs et les experts comptables. Moi aussi, je voulais t'avoir sur cet épisode de podcast qui est, pour moi, très important. C'est la culture d'entreprise et la manière de pouvoir challenger, structurer,
faire croître une boîte. Vous êtes passé, entre guillemets, de 0 personne aujourd'hui à 250. Comment on arrive à créer ce scale et qu'est-ce qu'on met en place justement pour, quand on n'a pas levé des fonds et qu'on ne peut pas non plus sortir 100 K par collaborateur, qu'est-ce qu'on doit mettre en place justement pour réussir à bien recruter, fidéliser? Et je faisais un podcast hier avec Isabelle Barthes, qui est une chercheuse. Et en fait, je lui ai demandé c'est quoi le futur du travail. Et elle m'a dit, Nicolas, le plaisir. Oui, on est à peu près alignés. et donc, du coup, j'ai trouvé que ça m'a marqué. Et après, j'ai discuté avec Floriane, qui est Head of People chez nous. Et je lui ai dit, maintenant, il y a un seul KPIs sur lequel on va... moi, je vais te challenger. C'est quel est le degré de plaisir des gens en interne. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire de mise en place de la culture et de l'entreprise aussi libérée? Ouais, alors la culture, c'est pas arrivé tout de suite en 2015. C'est plutôt le fait vraiment un concours de circonstances au fur et à mesure des années. On a, avec l'expérience sur l'expertcomptable.com, avec les expériences aussi des autres cofondateurs et notamment aussi Arnaud, qui a quand même un petit peu plus d'expérience que moi parce qu'il est plus vieux, entre parenthèses. Mais bon. On va pas trop le dire trop fort. C'est toute cette suite d'expériences et des choses qu'on a appréhendées en recrutant quand même beaucoup, en ayant du mal à recruter en cabinet et d'une manière générale, en ayant du mal aussi à fidéliser. En fait, ça fait poser des questions, en fait. Qu'est-ce que je dois faire? Sachant qu'effectivement, j'ai pas des millions comme ça qui pleuvent tous les 4 matins. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Donc ça a été des réflexions, beaucoup de réflexions. Et c'est vraiment en 2017 qu'on va créer, mine de rien, un petit cataclysme, en fait. Nous, sur Time, on n'était pas très nombreux à cette époque-là. Mais c'était l'époque, quand même, donc c'était quasiment il y a 10 ans, où tous les développeurs, en fait, tout le monde s'arrachait les développeurs. Ah oui. Parce que nous, en fait, c'était en 2015, entre 2015 et 2019, 2020, en fait, ça a été refondre l'outil de A à Z pour qu'il soit commercialisable auprès d'experts comptables externes. Donc, en fait, on était focus sur le produit. Donc, il fallait des développeurs, il fallait des ingénieurs, des data scientists pour toute la partie IA qui est nativement dans notre outil. Et ça, c'est des profils qui, à cette époque-là, et encore maintenant, hein, je veux dire, s'arrachent. Et quand on ne peut pas aligner les millions comme ça, il faut aussi trouver d'autres leviers. Donc ça, c'était un petit peu la base. Autre fait qui nous a aussi poussé à aller challenger un peu notre culture de boîte, c'est moi, ma partie, c'est pas forcément la tech côté Time, c'est plutôt la gestion de toute la relation client et donc des commerciaux notamment. Hein, et par le passé, je gérais aussi beaucoup de commerciaux, notamment chez l'expertcomptable.com. Et ça marchait beaucoup à l'incentive. En fait, tu signes, tu as des primes. Plus tu signes, plus tu as de primes, en fait. C'est comme ça, c'est un modèle qui est assez classique et qui a fait ses preuves, hein, et qui nous a aussi, côté l'expertcomptable.com, pour le coup, posé problème à un moment donné. Et ça aussi, ça a été un sujet pour changer cette méthodologie. Je vais m'expliquer un petit peu parce que c'est un petit peu abstrait, mais typiquement, un exemple très concret sur ce sujet des primes, en fait, quand on était sur l'expertcomptable.com, on faisait la course à la conquête. Enfin, vraiment, c'était des années, c'était incroyable. On rentrait des tonnes et des tonnes de clients. On était tout seul sur le marché. Donc, en fait, ça pleuvait. Sauf que, forcément, les sales, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, parce qu'on n'était pas... les commerciaux, quoi. Une start-up. Mais les sales de l'époque, en fait, faisaient aussi la course entre eux et la course à la prime, parce que c'est quand même un moteur important. Et on s'est mis à rentrer des clients qui n'étaient pas des bons clients, en fait. Donc, tu rentres un client, tu signes un client, tu as ta prime. Il commence à facturer. Mais en fait, tu ne gardes pas ce client où finalement, son projet ne se fait pas parce que c'était pas sérieux, etc. Donc en fait, on est arrivé à un moment donné, on avait un carnet de commandes qui était hyper important, mais rien ne rentrait dans le chiffre d'affaires réel, si tu veux. Donc, on avait un vrai décalage. En fait. Ah oui, je comprends. Et donc, on s'est aussi aperçu des limites, en fait, de ce modèle d'incentive où la personne ne voit que son propre intérêt, ne voit plus l'intérêt ni de la boîte, ni l'intérêt un peu collectif, en fait. Et donc, ça a aussi été un des facteurs qui ont fait il faut qu'on change notre vision globale et notre culture de boîte, en fait. Ok. Du coup, ça veut dire que cette
le petit signal en fait que vous avez reçu, c'est que tu te dis, en fait, on rentre du CA, mais du coup, la qualité du chiffre d'affaires, il est pas bon en réalité, parce que soit les gens ils vont pas payer, ou soit ça va être des clients Exactement. super chiants en fait, et donc ils vont en réalité apporter un peu de stress à l'équipe de manière générale. Et sur une activité, sur un business d'expertise comptable où tu as du chiffre récurrent, notre chiffre récurrent, il avait du mal à décoller parce qu'en fait, finalement, on perdait des clients. On en rentrait beaucoup, mais on en perdait aussi beaucoup. Ah oui, je comprends. Et donc, en fait, finalement, tu fais beaucoup d'efforts pour quelque chose qui n'est pas forcément aussi payant en termes de chiffres, puisque tu factures un client 3, 4, 6 mois, et au bout d'un moment, il se casse la gueule, et où il ne te paye plus, donc tu finis par le virer. Et donc, en vrai, c'est pas OK. Ok, je vois. Ok, hyper clair. Et donc, après, on est sur la qualité, donc il va avoir un impact aussi global sur l'entreprise. Et puis, il y a l'individu qui, naturellement ou un peu spontanément, il va penser un peu qu'à soi, en fait, en réalité. Et donc, ça, c'est 2 signaux. Ça a été en partie des moteurs qui vous ont dit. Donc, le problème de recrutement, tous ces ingénieurs, data scientists, etc. La partie du sales, là, vous vous êtes dit, il faut vraiment qu'on change quelque chose. Et tu as employé le mot cataclysme. Alors, du coup, qu'est-ce que ça vous a mis en place, justement, pour un peu tout casser, quoi, entre Alors, nous, guillemets. en 2017, on n'est pas beaucoup. On est entre 30 et peut-être une quarantaine dans la boîte. Essentiellement des techs, du coup. Donc, voilà. Et on recrute beaucoup, par contre. On a besoin de recruter beaucoup pour aller vite. Et donc, en 2017, donc, Arnaud était encore très présent dans la boîte et on discutait qu'est-ce qu'on fait, etc. Le système qu'on a n'est pas OK. On a besoin de recruter plus. On a besoin d'avoir des collaborateurs aussi qui s'éclatent et qui peuvent révéler aussi tout leur potentiel, parce que c'est aussi ça qui est fondateur dans notre culture de boîte, c'est de mettre aussi le collaborateur, enfin le salarié au cœur du truc et son bien-être. Enfin, tu parlais de plaisir. Nous, on parle plus de bien-être, mais en vrai, bon, c'est exactement la même chose. Enfin, son bien-être au cœur du sujet. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On décide, après s'être beaucoup documenté, avoir réfléchi, etc., de changer radicalement notre culture de boîte. Du jour au lendemain, on va expliquer aux salariés qu'il y a des choses qui vont changer dans la boîte. On va supprimer la hiérarchie. Il n'y aura plus de titres, puisqu'il y avait aussi un problème de recrutement lié potentiellement à certains chefs qui étaient proclamés chefs, parce que c'est comme ça que ça se passe aussi de manière assez classique. On va libérer les horaires et le lieu de travail. Donc, à l'époque, on est en 2017, il n'y avait pas forcément beaucoup de télétravail. Donc, c'était waouh. Et les développeurs, c'est un sujet qui les anime depuis bien longtemps, le télétravail, de pouvoir travailler un peu où ils veulent et aux horaires qu'ils veulent, parce que faut quand même voir qu'un dev ou un data scientist, il arrive à 11h, il bosse jusqu'à 20h, 22h, 23h, ça ne lui pose pas de problème. Il n'a pas de clients. Il n'a pas besoin d'être là à 9h. Donc, en fait, libérer les horaires, le lieu de travail, libérer les congés aussi, et chacun va choisir son salaire. En gros, voilà. On estime qu'avec ces 5 ingrédients-là, donc cette liberté qu'on offre aux salariés, cette flexibilité tous ces ingrédients font que le salarié, il a tout pour être bien chez nous et qu'il va être bien. Et forcément, ça va s'en ressentir sur les performances de l'entreprise et que du coup, ce sera gagnant. C'est-à-dire gagnant pour le salarié, gagnant pour les clients potentiels de demain et gagnant pour la boîte. En fait, c'est vraiment un sujet tripartite. Très clair. Donc là, quand j'écoute ce que tu me dis, donc j'ai pris des notes, tu vois, la libération des horaires, du télétravail, des congés. Là, tu vas donner l'autonomie et la responsabilisation et la responsabilité au collaborateur pour que lui, il puisse choisir par lui-même. Je vais prendre chaque élément un peu en descendant pour vraiment avoir des cas d'usage et comprendre ça a été quoi un peu comment ils ont pris les salariés au début. Tu leur balances tout ça. Ils ont un peu halluciné. Ils ont dit attends, ils sont tombés sur la tête. Début décembre 2017. On avait un peu convoqué tout le monde comme on faisait dans la cuisine. En gros, ils se sont dit ok, choix du salaire. C'était le truc le pire, c'était chacun choisit son salaire et donc en gros tu peux faire évoluer ton salaire comme tu veux, quand tu veux. Donc là les mecs, ils croyaient pas le truc en fait. Ils se sont dit c'est Noël avant l'heure. Ça va être n'importe quoi. Mais
Mais bon, c'était quand même très bien pris parce qu'on a quand même expliqué les fondements, qu'on voulait mettre le collab et le salarié au centre du truc, son bien-être, et que les gens comprenaient. Ils étaient quand même assez perturbés parce que ça venait casser un peu toute la dynamique qu'il y avait, et notamment aussi ce qui a été un peu percutant, c'était la hiérarchie. Quand on dit qu'il n'y a plus de chef, il n'y a plus de titre. Les anciens chefs, ils se disaient, mais comment je vais faire? Enfin, moi, Ah oui. ça aussi, c'est hyper perturbant. Ah Le oui. salaire, c'était un peu le truc waouh. Et après, ils sont redescendus, ils se sont dit, attends, mais moi, j'étais manager ou j'étais le CTO. Enfin, bref, j'étais... et maintenant, je suis quoi? Puisque je ne peux plus... je suis plus ce chef-là. Hyper intéressant. Donc, du coup, ça, j'imagine que pour les nouveaux arrivants, c'est facile de dire il n'y a pas de chef. Par contre, pour ceux qui étaient là, comment vous avez réussi à résoudre ce problème? Parce que j'imagine qu'il y a aussi une hiérarchie fonctionnelle, managériale. Genre, comment ça marche là, du coup, à ce moment-là? Alors, le CTO, lui, il fait quoi? Il le devient CTO, développeur? non. En réalité, tu as plusieurs cas de figure. Une fois qu'on a balancé cette bombe en décembre, il s'est passé plein de trucs entre ce décembre 2017 et maintenant, où est-ce qu'on en est. Une fois qu'on a balancé cette bombe en décembre, tu as plusieurs cas de figure. Tu as des chefs, les anciens chefs en fait, qui de toute façon étaient totalement reconnus par leurs équipes et il n'y a eu aucun sujet. Ils ont bien pris le truc et ça s'est super bien passé. Et ils ont pris la casquette de leader, puisqu'on parle plus de leader maintenant, même si c'est un terme plus que... c'est un concept plus qu'un terme. C'est-à-dire que le leader, il peut être un leader parce qu'il a de l'ancienneté, parce qu'il a des compétences que d'autres n'ont pas et que les autres connaissent, parce qu'il sait bien coacher son équipe. Enfin, tu peux être leader pour différents sujets. Oui, carrément. Et donc, tu as les anciens chefs qui sont devenus leaders et pour qui ça a posé aucun problème. Et tu as des chefs qui n'étaient pas forcément à leur place et pour lesquels ça a été plus compliqué. Il a fallu les recaser finalement. Et c'est leur équipe qui, quelque part, les a pas mis dehors, mais en fait, c'est quand même ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai un cas précis d'une équipe qui s'est réunie sans le chef et qui a dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pas pour le virer, parce qu'à la fin, ça s'est très bien fini, mais qu'est-ce qu'on fait en gros, on a bien compris les principes, comment on va s'organiser, et on veut plus qu'il soit dans notre équipe, en fait. Et donc, cette équipe a mis, entre guillemets, dehors son ancien chef, et c'est là que c'est hyper puissant pour la boîte. Parce que toi, en tant que boss, tu te dis, lui, il a une bonne tête de chef. Je vais le mettre chef. Il a plein de compétences sur le papier, ça marche, je le connais depuis 5 ans, ça va être super, etc. Sauf qu'en fait, tu ne sais pas qu'à l'intérieur de son équipe, ça se passe pas très bien. Donc, le fait d'avoir dit ça, ça a mis ça en avant. On n'a pas eu 50 000 cas, on va pas se mentir, mais quelques cas où, en fait, finalement, l'équipe finit par te dire, et l'intérêt collectif, en gros, c'est que lui, on veut plus forcément de lui en chef. Soit il a un autre rôle, soit il fait autre chose dans une autre équipe, ça se finit quand même souvent bien. Ouais. Hyper intéressant, ça veut dire que en fait, le groupe va choisir naturellement. Et donc, en fait, la décision, elle sera unanime. Ouais, et donc, elle sera immuable. Et exactement. Il n'y a pas de vote, il n'y a pas de... Mais comment toi, tu fais pour aussi gérer le mec où lui, on n'en veut plus, quoi. Après, ces discussions donc avec les gens de l'équipe, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pose problème. Et ensuite, avec cette personne aussi, pour comprendre aussi quelles sont ses qualités, ses défauts, travailler dessus. Elle arrive à se remettre en question, elle, parce que je pense qu'elle en prend un petit coup. Figure, en fait. Ah ouais, ça a été dur. Oui, il y a eu des moments, j'ai un cas en tête, là, dont je ne révélerai pas le nom, mais où ça a été effectivement assez compliqué. Mais après, on est quand même, dans cette culture de boîte, persuadé que l'être humain est bon, en fait. C'est une culture qui est basée sur une philosophie très humaniste, où, en fait, l'homme, avec un grand H, est foncièrement bon, et on peut lui faire confiance. Et donc, forcément, quand tu parles de ce postulat-là, la personne qui se retrouve mise dehors, c'est pas parce qu'elle avait fait des crasses ou quoi, c'est que ça fitait pas. Enfin, c'est pas ce qui a été attendu par cette équipe en question. Donc, en fait, sur ce profil-là, ça a été de lui trouver autre chose. On a réussi à trouver, et à travailler aussi sur les points qui étaient les plus problématiques. Et en l'occurrence, c'était des sujets de communication. Donc, ça nous a fait aussi vraiment grandir sur le fait que cette culture-là, elle est possible que si on se fait confiance, si on est responsable et si on arrive à communiquer les uns avec les autres de manière constructive, en fait. Amélie, c'est super
C'est facile, en fait, en tout cas, quand on t'écoute. Mais j'imagine aussi qu'il y a certains managers ou dirigeants. Tu sais, c'est pas tout à fait facile aussi d'aller dire à quelqu'un, écoute, c'est pas bon ce que tu fais. Mm. En fait, on n'aime pas. Euh, Est-ce que toi, tu as appris, ou en tout cas les équipes de leaders, vous les formez justement à qu'ils puissent apporter ce feedback constructif qui permet pas à la personne de vriller en disant, mais attends, il se prend pour qui, quoi. Mm. Tu vois? Exactement. Alors ça a été aussi, ça a accéléré nos processus de formation. Maintenant, on est beaucoup plus rodés après quelques années d'expérience, mais on a formé tous nos leaders et quasiment, on essaye tous les salariés maintenant, mais en priorité les gens qui ont un potentiel de leader, on va dire. Et moi-même, on est tous passés par là, tous les cofondateurs. On a été formés donc à la communication non violente, pardon. Hmm. Ça, c'était le premier point. Et après, ça a été la méthodologie Gordon, qui est, que Arnaud connaissait, maîtrisait bien. Il en avait fait usage à titre perso. Et c'est lui qui l'a implémenté dans la boîte. On a tous été formés, on a tous passé le niveau 1, 2, voire niveau 3. Donc, pour être nous-mêmes aussi formateurs, potentiellement. Et ça, c'est aussi la clé de la réussite, en fait. Parce qu'on arrive à dire les choses. J'ai un problème A, et toi, tu as un problème B. Et comment je fais pour le résoudre et arriver à une solution C et qu'on trouve ensemble, en fait. Et sans ça, effectivement, c'est très compliqué. Et ben, du coup, comment on s'y prend? Est-ce que on va lui dire, écoute, j'ai un truc à te dire, comment Alors, ça marche? la méthodologie Gordon, c'est 2-3 jours de formation minimum, donc je ne vais pas te le dire en 5 minutes, mais en gros, c'est oui, tu énonces, chacun doit s'exprimer sur sa problématique. On t'explique, tu dois faire un message. Bon, bref, il y a tout un modèle, en fait, pour exprimer ta problématique. Et ensuite, tu dois écouter l'autre, en fait, qui va, du coup, réagir à ce que tu lui dis. Soit il s'y attend, soit il s'y attend pas. Tout de suite, il peut aussi se braquer. Enfin, voilà. Et l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il se sente suffisamment aussi en confiance dans l'espace de dialogue que tu crées pour qu'il puisse se livrer et qu'ensemble, vous puissiez exposer chacun expose ses problématiques et on va à la fin trouver des solutions qui sont des solutions gagnant-gagnant, en fait. À la fin, il n'y a pas de perdant. Et là où tu sentais qu'il y avait un déséquilibre dans la relation, où toi, il y avait tel comportement qui t'énerve, en fait, et ça t'énerve, tant que tu lui en parles pas, il sait même pas potentiellement que ce truc-là. Dans ta tête, quoi. Voilà, exactement. Donc là, tu lui en parles, forcément, lui se dit, attends, mais n'importe quoi. Moi, je fais ça, c'est mon caractère, en fait. Et donc là, tu t'expliques, etc. Et en fait, tu comprends et tu trouves des solutions ensemble. Et ça, c'est la clé de tout, en fait. Tu as employé le terme confiance. Ouais. C'est aussi, à mon avis, extrêmement important de se dire, tu es dans un cadre de confiance dans lequel tu peux t'exprimer librement, parce que il faut aussi donner la possibilité à la personne d'exprimer ce qu'elle n'aime pas. Exactement. Et comment tu arrives aussi, peut-être qu'il y a des profils introvertis où ils veulent pas blesser, ils veulent pas déranger. Est-ce que ça, c'est quelque chose où vous leur dites, nous, le cadre de confiance, c'est comme ça qu'on le voit chez Time. Est-ce que tu as quelques éléments qui permettraient de visualiser un peu ça? Exactement, tu as des profils qui sont très introvertis, qui n'osent pas s'exprimer, qui vont beaucoup internaliser, qui vont garder énormément de choses pour eux. C'est aussi très problématique parce que le jour où ça sort, soit ça explose, quoi. Mais soit ça peut complètement vriller. Je m'étonne. J'ai des cas comme ça où jour il pète un câble, non, ça c'est pas ok, mais c'est par le biais de ces formations, en fait. On a recruté maintenant, on est 250 maintenant, donc forcément les choses sont différentes. On a structuré nos process de recrutement, on a structuré aussi une équipe RH et certains profils qui étaient aussi motivés pour être formés à cette méthodologie Gordon et qui vont donc aussi former les autres collaborateurs. Donc, ce qui fait qu'on arrive à quasiment former tout le monde sur ces méthodologies de communication. Donc, même pour des gens pour qui ce n'est pas forcément naturel, ils ne passent pas tous les niveaux 1, 2, 3, mais au moins le niveau 1, ce qui fait que tu as des bases théoriques et que quand tu as quand même un problème, tu sais qu'en fait, même l'autre, il est au courant qu'on peut communiquer de cette manière-là. Et donc, ça va t'aider à résoudre le problème, en fait. Hyper clair. On n'est pas chez les bisounours non plus. Hein. Oui, alors ça, je me doute bien. Il y a le monde idéal et puis il y a la réalité. On ne peut pas être parfait non plus, quoi. Très clair. Autre point, tu mentionnais le fait que le fait que tu choisisses ton niveau de rémunération, je prends 15 à 20% tranquille, et puis
Et puis c'est facile? Bah non. J'imagine Non. qu'en fait, vous êtes On n'a aussi... toujours pas levé de fonds, donc on n'a toujours pas les millions qui pleuvent, même si on est rentable et que tout va bien financièrement sur notre boîte. Non, ça peut pas... Enfin, encore une fois, le socle de base, c'est important pour le salarié, c'est bien pour moi, ça doit être bien aussi pour mon client et ça doit être bien pour l'entreprise. Si tout le monde se met à prendre 25, 30, 40% d'augmentation tous les ans ou tous les 6 mois ou quoi, et à un moment donné, c'est pas bon pour la boîte. Ça va nous mettre en difficulté. Et pour l'anecdote, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Le mois de décembre 2017, on n'était pas très nombreux. Et on fait une soirée de Noël, en gros, vers le 20 décembre, tu vois, c'était 15 jours après. Tout le monde parlait de ce sujet, de cette entreprise libérée, etc. Les devs avaient potentiellement un petit peu trop bu. Et là, ils se sont tous dit, allez, on va tous s'aligner, on prend 25-30% chacun. De toute façon, c'est ce prix-là qu'on vaut sur le marché. Donc, en fait, très vite, on s'est dit, mais ça peut pas marcher. Là, on va être... Ça peut marcher une fois, ok. Ou ça peut marcher sur quelques profils qui, potentiellement, avaient un déséquilibre de salaire. Mais ça peut pas marcher sur les 40 devs qu'on avait à l'époque, en fait. Ça, c'est pas pérenne. Ça nous met en difficulté, potentiellement. En tout cas, sur le moyen terme, ça pourrait nous mettre en difficulté. Donc là, il a fallu aussi un peu dire, attendez les mecs, tranquille, ça doit être dans votre intérêt, mais on n'oublie pas l'intérêt de l'entreprise et on n'oublie pas l'intérêt du client. Donc là, en l'occurrence, le client n'existe pas dans ce modèle-là, mais on n'oublie pas l'intérêt de la boîte. Et si tout le monde fait ça, ça nous met en difficulté. Donc après, ils ont décuvé et ils sont sur le... Non, c'est bon. J'exagère parce que c'est pas que ça, mais il y a eu un petit emballement en fait. Et au final, c'est revenu assez vite à la normale. Sur les premières années, ce sujet de rémunération, on avait des augmentations assez conséquentes, effectivement. On avait des petits effectifs, on n'était pas non plus hyper connus, hein, puisqu'on venait de se lancer, on commercialisait même pas, enfin, ou quasiment pas. Donc, c'était aussi quelque chose qui était attirant et de pouvoir subventionner un petit peu plus les profils pour les attirer, tout simplement. Donc, leur dire, voilà, tu choisis ton salaire, entretien d'embauche, le mec te dit qu'il veut 80K, tu lui dis... Bon, tu regardes si c'est cohérent quand même, mais potentiellement que tu l'aurais plus pris à 75 ou 70, mais tu vas dire OK pour 80. Parce qu'à l'époque, c'était... Et que ça allait dans le truc. Très clair. Donc, on avait quand même des profils qui étaient mieux payés que la moyenne, mais c'était OK parce qu'ils avaient choisi leur salaire, donc ils étaient très à l'aise avec leur REM. Et du coup, ils étaient aussi très reconnaissants et ils se donnaient d'autant plus pour la boîte. Donc, en fait, pour nous, ça a été aussi... en termes de production, et là on va dire production tech, enfin sur l'évolution de notre produit, ça nous a boosté à mort. Et dans l'harmonisation des salaires, ça veut dire que ceux qui sont en interne, ils ont défini un peu leur niveau de rémunération, leur augmentation. J'imagine que en fait ça fait augmenter les salaires à la hausse. Comment on arrive après à créer de l'harmonie avec tous ceux qui arrivent ? En fait, donc en 2017, c'était chacun choisit son salaire. Ça a duré quelques mois, 2-3 ans, je sais pas. Enfin, c'était assez. On n'était pas très nombreux, donc c'était assez facilement contrôlable. Et puis quand il y en avait un qui déconnait, on avait la vue sur tous les salaires. C'était facile d'aller lui dire, mec, attends, tranquille. Ou OK pour ça, mais peut-être prends-le en plusieurs fois, ou tout de suite la moitié, puis on en reparle dans 6 mois. Donc ça, c'était assez facile. Dès qu'on a commencé à vraiment grossir, passer un cap de 100 par exemple, de 100 personnes, là on s'est dit, bon, ces salaires, il faut quand même qu'on les cadre et qu'on puisse, entre guillemets, justifier de tes augmentations. Puisque à l'époque, alors j'ai pas forcément la data, mais on avait des grosses augmentations par rapport à l'ensemble du marché. On avait, je sais pas, c'était 15 ou 20% d'augmentation, donc c'était des énormes augmentations. C'est pas forcément tenable sur du long terme, et donc on a mis des règles en fait. Et de toute façon, c'est ce qui s'est passé sur la culture de la boîte, c'est que on a nos piliers fondateurs, et puis après on a mis un cadre qu'on a plus ou moins resserré, et qu'on a plus ou moins desserré d'ailleurs en fonction des périodes, hein, parce que ça évolue aussi avec l'écosystème, avec tes problématiques du moment, etc. Et sur ces questions de salaire, la règle qu'on a rajoutée, après, ça a été tu dois te faire coopter par quelqu'un de la boîte. Donc, pas forcément ton chef, puisque tu n'as pas de chef, mais par un de tes pairs, en fait, PAIR. Et donc, il doit être OK avec ton augmentation. Et donc, tu discutes avec lui potentiellement, tu en parles. Enfin voilà, est-ce qu'il est d'accord ? Il la valide quelque part.
D'accord. Et donc, il engage aussi, lui, sa responsabilité par rapport à ça. Donc, quelque part, toi, tu dois un tout petit peu défendre le sujet, voilà, expliquer pourquoi tu le fais, sans forcément rentrer dans un niveau de détail. Non, on passe pas un entretien annuel avec 3 pages de questionnaire. Hein. Ouais, carrément. C'est tout simplement, t'expliques la démarche, le pourquoi, et tu as une discussion potentiellement avec cette personne qui est soit ton collègue avec qui tu bosses, voilà, soit quelqu'un qui connaît quand même un peu ce que tu fais, parce que c'est pas le dernier arrivé que tu connais pas qui va valider ça. Et ça a été le garde-fou, en fait, quelque part, Je comprends. de se dire, voilà, il y a quelqu'un qui s'engage aussi, donc a priori, ils sont 2, donc forcément, tout de suite, on parlait de responsabilisation. C'est aussi une des valeurs qui est fondamentale. Donc, t'engages ta responsabilité. Donc, quelque part, si vous êtes 2 à l'engager, c'est que c'est OK pour la boîte, quoi. Alors, tu vois, ça amène plein de réflexions que j'ai dans ma tête. Je trouve que c'est malin dans le sens où le fait que ce soit porté par quelqu'un d'autre, ça apporte un poids aussi différent à la demande. Et puis, la personne qui fait la demande d'augmentation, du coup, elle doit solliciter quelqu'un et puis le convaincre, j'imagine aussi quelque part. Mais la personne qui est ce garde-fou, est-ce que elle peut dire non, en fait? Tu vois? Elle peut le dire, justement parce qu'on lui a appris à le dire. Ah, ok, d'accord. Et avec cette fameuse... Ça reboucle avec ce qu'on disait sur la formation, Hyper la clair. communication. Mmh. C'est-à-dire que je n'ai pas la stat de te dire combien de fois on dit non, combien de fois on dit oui. Parce que ça, en vrai, on ne le voit pas forcément, mais elle peut le dire non. Et on lui donne aussi les clés pour dire, attends, non, parce que moi, j'estime que ça. Et en fait, c'est toujours par rapport à cette communication, à cette formation en communication. En gros, si tu n'es pas aligné, tu dois pouvoir lui dire, et tu dois pouvoir lui dire de manière constructive. Et généralement, ce n'est pas un non définitif, en fait. Ou alors c'est un non, mais parce qu'il y a un problème qui est plus profond avec cette personne-là. Et la culture telle qu'on l'a décrite à l'heure actuelle, et telle qu'elle est maintenant, elle ne convient pas à tout le monde. C'est quand même une culture que moi, je trouvais évidemment géniale et qui est... je ne vois pas comment je ferais maintenant différemment. Et qui attire aussi. Il y a des gens qui viennent spécifiquement parce qu'on a adopté cette culture, mais elle ne convient pas à tout le monde. Tu as des profils qui aiment bien avoir un parcours d'entreprise très clair avec tu arrives, tu es junior, ensuite tu es junior 2, senior 1, senior 3, etc. Tu as ta carrière qui est... tu as tes titres. Sur LinkedIn, tu peux dire que tu es si machin ou head of je ne sais quoi. Et sans ça, tu ne te sens pas forcément à l'aise. Donc, ça percute beaucoup. Notamment les profils qui ont déjà une expérience par le passé. Soit ils viennent spécifiquement chercher ça, parce que c'est aussi la liberté, la flexibilité, l'autonomie, la responsabilité. Soit il y en a, et on le voit nous dans nos périodes d'essai, c'est que finalement ça peut ne pas matcher. Je pense qu'on a un tiers des périodes d'essai qui sont rompues, malheureusement, c'est beaucoup, mais parce que ça ne fit pas au niveau de la culture, en fait. Ok. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous, dans vos process de recrutement, RH, c'est quoi un peu le funnel et aussi, quelles sont les étapes pour, entre guillemets, valider que la personne match à la fois avec la culture, mais aussi avec les compétences techniques et la vision que vous pouvez porter pour ce profil? C'est quoi un peu le process? Le process de recrutement, la culture, en fait, on en parle assez tardivement. On ne veut pas forcément que ce soit la seule motivation. Il faut quand même que le candidat, il ait les compétences ou il ait ce qu'on est venu chercher chez lui. Donc, soit une expérience, soit des compétences, soit un carnet, peu importe. Mais donc, il y a un entretien RH de personnalité. Donc là, quand même, les RH posent des questions et sentent si ça peut être quelque chose. Elles en parlent s'il y a une certaine... si c'est le moment ou pas, mais c'est pas forcément systématique. Ensuite, il y a un entretien ou 2, mais qui sont assez rapprochés par des opérationnels qui sont capables de valider le profil. Et très vite, on aborde la question parce qu'il y a un moment donné, on pose la question de la rémunération. Et c'est ce sujet-là, souvent, qui ouvre la discussion sur la culture de la boîte. C'est quand on lui demande combien tu veux de rémunération, il dit c'est quoi les fourchettes? En fait, on dit on n'a pas de grille. On n'a pas de grille, en fait. Qu'est-ce que toi, t'estimes que... Il n'y a que toi qui peux nous dire ce que tu vaux et ce que tu veux. Et nous, je ne sais pas, on avait peut-être budgété 45 et on ne fonctionne pas forcément au budget, mais toi, tu voulais 47. En fait, on va te proposer 45 et toi, tu vas rester sur ta fin pour 2 cas. Est-ce que c'est pertinent alors qu'on était... hyper en phase. Donc, ce serait dommage. Donc, dis-nous tout de suite 47 et nous, on voit si c'est OK pour nous ou pas par rapport à ce qu'on avait estimé. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on a une vraie discussion sur la culture de la boîte.
Et ça peut passer ou casser, on va dire. Hyper clair. Donc, tu dis qu'il y a à peu près 30% des périodes d'essai qui sont rompues et que tu emploies le mot c'est beaucoup. Je trouve ça intéressant. Alors, est-ce que c'est à votre initiative? Est-ce que c'est à l'initiative de la personne? C'est souvent... souvent, c'est d'un commun accord, en fait. Enfin, c'est d'un commun accord. On ne va pas dire... mais c'est que les 30% en question, c'est assez peu. Finalement, je pense que... Et parce que aussi, notre process de recrutement est très court. On ne fait pas 50 000 entretiens pour s'assurer que le mec... Voilà, on sait qu'on va vraiment voir comment ça se passe quand il sera avec nous, immergé dans les équipes. Donc, en fait, on va aller vite en recrutement. Forcément, du coup, il y a peut-être un peu plus de casse que si on faisait 36 000 entretiens et au bout de 2 mois, on va te dire, bah non, en fait. Donc ces 30%-là, je pense que... et c'est souvent, en fait, soit parce qu'il n'y a pas les compétences, et là, c'est plutôt à notre initiative, soit c'est parce qu'en fait, on sent qu'on n'arrive pas à s'aligner, en fait. Et que, comme je te disais, ça peut être très perturbant, cette culture de boîte. Tu fonctionnes par squad, c'est des équipes, t'as pas de chef, t'as des leaders différents en fonction des sujets, t'as une liberté sur tes horaires, sur ton lieu de travail, puisque tu peux faire du télétravail à peu près comme tu veux, sur tes congés, tu n'as pas de compteur de congés, sur ton salaire où tu peux le faire évoluer aussi un petit peu quand tu veux et de la manière que tu veux. Forcément, il y a certains profils qui sont très perturbés. Et donc, du coup, en fait, ça ne convient pas, quoi. Moi, je trouve ça trop bien. Moi, si je travaillerais dans une boîte comme ça, moi, j'adorerais un système comme ça, tu vois. Si tu veux, en recrute. Alors, du coup, ça m'envoie sur quand même... on est vraiment sur un podcast de chiffres aussi. Au niveau des KPIs RH, tu vois, je serais aussi assez intéressé de savoir, tu vois, le pourcentage d'augmentation qu'il y a à peu près. Alors, est-ce que ça, c'est un truc qu'on peut communiquer ou pas, mais... On peut communiquer parce que il est entre 8 et 10 en fonction des années. Au global, c'est plutôt des belles augmentations. Mais on pourrait dire que c'est à peu près une augmentation dans les boîtes de la tech, c'est à peu près... Je ne sais pas exactement, je t'avoue pour la comparaison, je ne l'ai pas. Je pense qu'on est plutôt sympa dans les augments. Enfin, je veux dire, on est plutôt généreux à ce niveau-là. Après, les gens arrivent aussi avec un salaire déjà d'entrée qui est OK, qui est un peu le max de ce qu'ils voulaient, dans la plupart du temps. Non. Mais j'ai entre à peu près 10% d'augmentation. Ça dépend des années, en vrai. Il y a eu des années, c'était plus, des années où c'était potentiellement un petit peu moins. Ça s'équilibre, en fait, dans le temps. Exactement. Donc, c'est pas forcément... les gens sont pas gourmands. Hein. Les gens sont raisonnables, en fait. Quand même. Et d'ailleurs, s'ils sont trop égoïstes ou s'ils sont trop... s'ils ne sont que sur leur propre bien-être, ce qui est quand même l'élément fondateur de cette culture de boîte, mais s'ils ne pensent pas à leurs clients, s'ils ne pensent pas à la boîte, ça sera un problème, en fait. Ouais, parce qu'en fait, par rapport à la culture et cet indicateur du début que tu disais, les commerciaux, on a arrêté l'incentive à cause de la qualité, mais aussi l'individu. Exactement. Et donc, forcément, s'il pense qu'à lui, il ne rentre plus dans la culture. Entre guillemets, il y a un problème culturel. Ouais, je comprends. C'est clair. Donc, en fait, c'est des belles augmentations et en vrai, ça fait partie du truc, en fait. On veut des gens qui soient impliqués, qui soient hyper motivés, etc. Un des leviers, c'est quand même la rémunération. Après, on fait aussi plein d'enquêtes et tu parlais de KPI. Nous, on suit de manière très précise la satisfaction de nos collaborateurs, ce qu'on appelle l'Employment Net Promoter Score. Et on a un outil qui fait ça, ça s'appelle Office Vibe. En fait, c'est des sondages anonymes qui sont lancés tous les 10 jours auprès des collaborateurs. Donc, tu réponds à entre 5 et 10 questions, en fait, sur comment tu te sens, est-ce que ça va avec ton équipe, est-ce que ça va avec ton leader potentiel, est-ce que tu as des trucs qui... Voilà. Et ça calcule, enfin, c'est un outil qui fait ça, c'est le niveau de satisfaction des collaborateurs. Nous, ce niveau-là, notre objectif, c'est qu'il soit à 40. Donc 40, c'est énorme, parce qu'il peut être à moins 100, en fait. Donc il oscille entre moins 100 et 100. Donc notre objectif, c'est qu'il soit minimum à 40. Donc on atteint l'objectif, mais on n'est pas beaucoup plus haut et on n'est jamais plus bas. Mais certaines équipes sont beaucoup plus hautes, certaines équipes sont un tout petit peu plus bas. Bon, bref, encore une fois, il peut y avoir des sujets. Mais c'est un des éléments, c'est un des indicateurs principaux de la boîte.
C'est un des... Si je dois citer les 5 indicateurs principaux de la boîte, au-delà des indicateurs de chiffres qu'on connaît, de croissance, etc., de renta, ce ENPS, c'est un des principaux indicateurs que on suit tous à notre niveau. Les leaders, les cofondateurs, enfin tout le monde le connaît par cœur. Ok, hyper intéressant. Des collaborateurs et une team qui est bien dans sa tête et bien dans son job, forcément, elle va délivrer de la qualité. Si elle délivre la qualité, c'est le win pour le client et à la fin, c'est le win pour l'entreprise. Et en fait, c'est l'écosystème qui s'auto-nourrit au fur et à mesure. Tu as vraiment ce cercle vertueux, quoi, en fait, où le collaborateur, s'il est bien, c'est-à-dire qu'il peut faire les horaires qu'il veut, il peut s'absenter s'il y a un rendez-vous, il peut prendre autant de congés qu'il souhaite, etc. Donc, il a une certaine flexibilité qu'il ne va pas forcément retrouver ailleurs et qui fait partie intégrante de son bien-être. Donc, si lui, il est bien, forcément, ça va s'en ressentir sur les clients et forcément, ça s'en ressent sur l'entreprise, en fait. Donc, c'est vraiment ce trio gagnant, quoi. Très clair. Parlons maintenant des congés illimités. On a l'impression que c'est un mythe. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que les gens... Voilà, tu disais que les gens sont raisonnables. Mais du coup, comment ça se traduit concrètement dans la vraie vie? Tu vois, comment on pourrait mettre en place... Je ne sais pas si un cabinet nous écoute, il dit ça peut être intéressant. Alors, comment ça se traduit dans la vraie vie? Déjà, on laisse le choix, quand tu arrives chez nous, de garder ou non ton compteur de congés payé. Sur ta fiche de paye, en fait, tu as ton compteur de congés. Donc, tous les mois, tu cumules des congés de 2 jours et demi par mois pour avoir tes 5 semaines à l'année. Et puis, tu peux avoir aussi des RTT en fonction des boîtes, etc. Et donc, on laisse le choix au collaborateur, quand il arrive, de supprimer ce compteur et donc d'être dans ce modèle... ultra flexible, c'est-à-dire on va pas regarder ce que tu prends, donc on va pas le comptabiliser sur ta fiche de paye, ou pas, parce qu'il y en a encore une fois qui sont un peu oula, j'ai besoin de savoir je suis perdue. Donc on laisse le choix. Donc là, juste là-dessus, on a 80% des gens qui décident d'abandonner leur compteur. On a quand même 20% des salariés qui gardent leur compteur parce que ça les rassure, en fait, et parce que pour des raisons qui leur sont propres, en fait. Mais donc là, on a le choix. Donc on a 80% des gens qui ont abandonné leur compteur, et après, en fait, on raisonne encore une fois par squad et donc des squads. Nous, mon sujet, c'est plutôt la partie commerciale, donc les squads commerciales, des squads de support de clients, de customer success, etc. Enfin, tu as des besoins et tu as des cycles, en fait. Tu dois être présent quand même entre une certaine plage horaire parce que tes clients te contactent à ce moment-là, un certain nombre de jours aussi dans la semaine. Et donc, il y en a, ils peuvent préférer de travailler le matin ou d'autres l'après-midi, d'autres qui ont envie de travailler le samedi. Bref, en fonction des heures que chacun fait, chacun va aussi, et en fonction de sa situation personnelle, vouloir prendre plus ou moins de congés. Il y en a, ils sont donnés. Alors nous, on n'a plus de période fiscale parce que maintenant qu'on est éditeur de logiciels, c'est terminé, cette période fiscale. Donc en période fiscale, c'est des périodes qui sont plus calmes pour nous, justement parce que nos clients sont moins présents. Et donc, ils vont prendre aussi peut-être plus de congés à ce moment-là parce qu'en fait, l'activité est plus creuse et que ça leur va bien. Et en fonction, il s'est marié, il a eu un gosse. Bref, cette année, il a envie de rajouter plus de congés parce que, voilà, il a eu cet événement perso et c'est possible, en fait. Mais c'est décidé au sein de la squad, en fait. Ah, d'accord. Okay. C'est la squad qui va driver quand même. C'est un petit écosystème, en fait. Ouais, c'est un écosystème. C'est un écosystème entre 8 et 12 personnes. Okay. Qui travaillent ensemble, qui ont des profils, des objectifs communs. Pas forcément les mêmes profils, mais des objectifs communs. Et dans laquelle il y a 1 ou 2 leaders, et en fonction des sujets, ça ne va pas forcément être les mêmes leaders. Et ils se mettent d'accord. Et moi, par exemple, qui suis dans la relation client, je ne peux pas dire à mes clients désolé, aujourd'hui, il n'y a personne. En fait, ils sont tous en vacances parce que c'est le 15 août. En fait, donc le 16 août, même, c'était un problème parce que ta TVA n'est pas partie, il n'y a personne chez nous. Donc, en fait, ça ne marche pas. Okay. Donc, il y a à un moment donné, un cadre aussi. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils doivent être présents du lundi au samedi, potentiellement, de 8h à 19h minimum. Le samedi, peut-être que le matin, bref. Et donc, ils s'organisent. Tout le monde ne part pas en même temps. En revanche, on sait qu'en août, par exemple, là, à l'heure actuelle, on est en plein mois d'août, c'est très, très calme. Donc, en fait, on ne va pas mettre toute l'équipe présente au mois d'août. On est beaucoup plus souple. Les gens partent... et ça les arrange, parce que quand tu as des gosses, en fait, tu n'as pas trop le choix. Oui, tu n'as pas le choix, c'est clair. Hein. Le mois d'août, ouais. Donc, en fait, c'est du bon sens. Il y a quand même beaucoup de bon sens, de l'intelligence collective. Et encore une fois, si tu penses à toi, mais que tu penses à ton client et que tu penses à la boîte, tout ça s'autorégule assez naturellement. Ok, c'est un peu comme la régulation du marché, quoi. Le marché s'autorégule par lui-même. Mais clairement, c'est exactement ça. Okay. Et pour le coup, j'ai regardé un petit peu dans le détail avec les RH, là, parce que
j'avais pas forcément cette info, mais en moyenne, les gens, ils prennent 7 semaines. C'est une moyenne, hein, 7 semaines chez nous. En vrai, c'est plus que ce que peut être proposé dans d'autres boîtes qui proposent que 5 semaines, mais t'en as qui vont prendre bien plus, t'en as qui vont prendre moins, et ça peut aussi changer d'une année à l'autre, en fait. Voilà, c'est pas les gens 7 semaines, c'est pas non plus, tu te dis pas waouh, c'est n'importe quoi, ils sont tous en vacances tout le temps. Ouais, je pense que je crois que c'est dans la banque, hein, je crois que la convention collective, elle est hyper avantageuse et je crois qu'ils ont même 7 semaines en tout de congés. Mon mari, il est dans la banque, ils en ont moins 9. Ah, 9, ouais. Tu vois. Donc, tu vois, pas. Oui. Donc, on n'est pas tout à fait à ce niveau-là. Mais en vrai, les gens pourraient prendre plus. Et d'ailleurs, les gens, certains collabs prennent des années, ils prennent plus parce que c'est comme ça, en fait. Et en réalité, c'est aussi juste prendre le prisme des congés, c'est potentiellement réducteur parce que tu as des gens aussi qui bossent énormément, qui font des grosses semaines, qui vont bosser de 8h à 20h parce que c'est leur méthode de fonctionnement et qui, du coup, ont envie ensuite de récupérer plus longtemps. Mais potentiellement aussi parce qu'ils ont fait plus d'heures à un moment donné. Donc, en fait, tu récupères. C'est pas des jours de congé, en vrai. C'est des jours où, à un moment donné, voilà, t'as ton effort. C'est toi qui le fais quand tu veux, comme tu veux, quelque part. Très clair. Du coup, comment on arrive à mixer aussi la réglementation, tu vois, à l'interne, tu vois, parce qu'il y a la règle, 5 semaines de congé, et comment qu'on fait pour réajuster même la logique du temps de travail chez Time. Alors nous, on a vu ça avec des avocats, parce qu'effectivement, c'était, parce que là, c'était assez précurseur. On a un contrat de travail qui permet ça, en fait. Et surtout, en fait, on s'assure que le collaborateur, il est en phase aussi avec ça. C'est-à-dire que quand il va signer son contrat chez lui, on va bien lui expliquer les tenants et les aboutissants. Quand il va abandonner son compteur, on va aussi lui expliquer ce que ça implique, qu'on ne reconstitue pas forcément le solde de congé à la sortie, par exemple. Quand tu as un solde de tout compte, en fait, si tu as abandonné ton compteur, nous, on n'a pas compté. Donc, ah oui, je comprends. Alors, si c'est en sa défaveur, potentiellement qu'on va le faire, parce que l'enjeu, encore une fois, c'est pas de léser le collaborateur à aucun moment. Jamais. Mais bien souvent, c'est pas en sa défaveur, c'est plutôt en la défaveur de la boîte. Ils ont pris plus de congés que ce qu'ils auraient pu en prendre. Et là, on revient pas dessus. Ça fait partie du principe, en fait, même. Donc, il connaît les règles. Encore une fois, de base, il vient chez nous, il connaît les règles. Donc, on les a mis dans un contrat de travail qui est assez succinct, hein, on va pas se mentir. Il fait 2 pages, notre contrat de travail. Recto verso. Hein, et ça permet de garder un peu l'équilibre. Ça veut dire qu'un collab ou une personne chez vous, il peut, entre guillemets, travailler 44 heures ou dans une semaine. Et puis, est-ce qu'il pourrait travailler une autre semaine 35 heures? Est-ce qu'il y a cette flexibilité horaire? Mais clairement. Ok. Et donc, en fait, j'ai noté, parce qu'il y a une différence entre le développeur et la personne qui est au customer. Donc, lui, il est obligé d'être là à une période, et puis le développeur, lui, il peut travailler de midi jusqu'à 23 heures, quoi, entre guillemets. Déjà, comment on crée comment on fait comprendre à chacun la différence, entre guillemets, de traitement? J'imagine que c'est assez simple, parce que le job, il est différent. Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je ne me rappelle plus, mais en tout cas... Non, mais sur ces questions des heures, en fait, encore une fois, c'est la squad qui prime quelque part. Et donc, il y a des squads de produits plutôt tech, on va dire, avec les équipes tech, les développeurs, etc. C'est des squads. Moi, je suis plutôt sur les sujets commerciaux, donc gestion de la relation commerciale. Oui. Et donc, on fait des squads avec des profils qui sont quand même à peu près similaires. Et donc, typiquement, on a des gens dans le support qui veulent bosser de 8h à 15h tous les jours. Parce qu'en fait, ils veulent aller chercher leur gosse à 4h à l'école. C'est possible, en fait. Parce qu'il y en a qui préfèrent bosser de midi à 20h. Et donc, en fait, nous, ça nous va parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir une plage horaire pour les clients de 8h à 20h. Tout en étant dans le cadre, en fait. Et si toi, tu décides, cette semaine, je sais pas, tu as des problèmes, ton gosse, il est malade, etc., tu peux pas bosser, c'est OK, en fait. C'est OK parce que la squad peut s'organiser pour absorber ton travail, si c'est ponctuel. Et ou si c'est sur du moyen terme, on organise aussi le temps de travail de chacun en bonne intelligence. Mais je vais pas te dire que ça fonctionne de la même manière dans les squads commerciales que dans les squads tech. C'est pas exactement sûr. Le même... Je comprends. Et chaque squad, d'ailleurs... c'est pas le même écosystème, en fait. Chaque squad va avoir son propre fonctionnement. Sur la gestion des congés, c'est pareil. On est obligé quand même de suivre de très près qui est là et qui n'est pas là. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même des clients, et donc on ne peut pas se permettre, encore une fois, de ne pas être disponible au moment où les clients s'attendent qu'on le soit. Et donc, dans les squads en relation avec les clients,
ils s'organisent, ils ont un planning qui décident de compléter, qui est plus ou moins flexible, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu peux avoir une absence et c'est OK, mais en tout cas, chaque squad va être autonome quelque part et donc s'organiser. Je vois. Ça veut dire que, OK, je comprends bien l'idée. Et comment vous, en termes de gestion opérationnelle, si je prends mes congés, moi tout seul de mon côté, parce que j'ai décidé peut-être, est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Est-ce que, comment on arrive à gérer ça Ça peut pas au être. day to day, tu Tu vois? peux pas forcément prendre tes congés tout seul de ton côté, en fait. OK. C'est-à-dire que tu peux, toi, dire moi, j'aimerais bien prendre ça. Et tu peux aussi avoir des exceptions. Excusez-moi, est-ce que je peux prendre la journée demain? Parce qu'en fait, j'ai Une un galère. truc. Voilà. OK. Là, je pense que c'est OK, clairement. Mais justement, on anticipe dans la partie vraiment, toute la partie un peu gestion client, etc., et qui est plus mon sujet. On va anticiper. On sait que, par exemple, le mois d'août ou les périodes de Noël ou les périodes, les vacances scolaires ou quoi, finalement, c'est des périodes qui peuvent être assez demandées en congé. Donc, chacun va anticiper. Et puis, en fait, c'est aussi des personnes qui ont l'habitude de fonctionner entre elles, qui communiquent assez facilement. Quand tu es 10 personnes dans une squad, la communication, elle est facile. Ouais, je vois. Tu gères pas une boîte de 250, tu gères une squad de 10 personnes. Donc, en fait, c'est beaucoup plus facile. Ouais, OK. Et en termes d'objectifs, comment vous fixez les objectifs? Vous fixez des objectifs globaux, j'imagine? Vous fixez des objectifs par squad? Comment la fixation des objectifs se fait? Alors, effectivement, il y a des objectifs globaux qu'on fixe, qui est notre étoile du Nord, ce qu'on vise sur une année. Et ensuite, on va le décortiquer en quadrimestre. Voilà. On ne fait pas des objectifs à 4 ans. Enfin, ça, c'est la vision. Voilà. On le décortique quadrimestre par quadrimestre. Donc, on a 3 quadrimestres dans l'année. Et chaque squad bosse ses objectifs. D'accord. Après, moi, et je bosse avec d'autres personnes, on concatène tous les objectifs pour voir si on est dans le trend qu'on s'est fixé. Et donc là, il y a quelques allers-retours entre les squads et moi, par exemple, pour s'assurer que quand on concatène tous les objectifs, on est dans le rythme qu'on s'est fixé et c'est OK. Et donc, parfois, il faut ajuster. Mais en fait, ça se fait assez... finalement, c'est assez naturel. C'est assez rare qu'on dise il faut revoir la copie de A à Z parce qu'en fait, tu es complètement à côté de la plaque. Voilà. Parfois, il y a certains squads, ils sont trop ambitieux. Et donc là, on va dire, attends, calme-toi, si c'est pour pas faire le truc, ça sert à rien. D'autres qui sont... Enfin, c'est des caractères, en fait. Et c'est pareil, à force de bosser ensemble, je sais que tel squad, ils vont être un tout petit peu en dessous et tel autre, ils vont être un peu trop. Et du coup, à chaque fois, on ajuste et on est d'accord. Une fois qu'on est d'accord, généralement, on le fait, par exemple, tu vois, là, en juillet-août, on bosse les objectifs pour notre quadrimestre, notre dernier quadrimestre, qui est un énorme quadrimestre pour nous. Donc, on valide les objectifs avant le 1er septembre pour les 4 mois qui arrivent. Okay, et on regarde ce qu'on a fait aussi sur les 4 mois qui se sont écoulés, en fait. Et donc, et ça se fait de manière assez naturelle. Il y a quelques allers-retours, mais une fois qu'ils sont validés, ils sont partagés parce que c'est eux qui les ont construits. On est d'accord, tout le monde est d'accord. Donc, en fait, ils se sont appropriés ces objectifs. Hyper clair. Écoute, si on pourrait, tu vois, synthétiser, tu vois, tout ce qu'on se raconte, selon toi, à partir du moment où vous avez mis ça en place, jusqu'à maintenant, ce modèle, comme il est, comme vous le mettez, comme vous l'utilisez, vous l'exploitez chez Time, c'est quoi les grandes vertus, selon toi? Et pour quelles raisons des entreprises, entre guillemets, pourraient copier ce modèle? Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter? Alors, copier, tout est relatif, parce que la culture d'une boîte, elle est en lien avec celle qu'elle... Mais selon toi, c'est quoi qui est salvateur ou qui est vraiment extrêmement puissant dans tout ce que vous avez mis en place? Pour moi, ce qui est extrêmement puissant, c'est vraiment d'avoir mis le collaborateur et le salarié, ou l'intrapreneur, entre guillemets, comme on l'appelle, au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris que notre boîte, c'était des hommes, en fait. Et donc, il faut s'adapter. Tu peux pas, quand tu passes la porte du bureau, occulter tout ce qui se passe dans ta vie perso. C'est pas vrai, en fait. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, en fait, à partir du moment où tu comprends que l'homme, il a besoin, et tous les jours ne sont pas faits pareil, qu'il a besoin potentiellement parfois de s'absenter parce qu'il a une galère avec son gamin, parce que, je ne sais quoi, et qu'il a besoin de flexibilité et que tu peux lui faire confiance, ça fonctionne. Et donc, ça, c'est vraiment le déclic pour moi. Ce qui résume, c'est vraiment mettre l'homme au cœur de la stratégie, en fait, et de son bien-être, en fait. Et à partir du moment où il est bien, le reste suit, en fait. C'est assez incroyable, mais le reste suit. Après, nous, on met un cadre
Mais c'est à peu près tout. Et quand on sonde, d'ailleurs, nous, on sonde régulièrement, pas avec nos outils, mais aussi d'une manière un peu plus informelle, les collabs de la boîte, ils nous disent, mais moi, si on enlève cette flexibilité, c'est-à-dire qu'on m'enlève... je me casse, en fait. C'est même pas le salaire qui va les retenir, c'est ça, en fait. Ouais, franchement, c'est extrêmement puissant. Tu vois, cette liberté, je trouve qu'elle n'a pas de prix. Et en fait, tu sais, tu pourrais gagner 10 ou 20 K de moins à l'année, mais tant que tu as ce bonheur de venir au travail parce que tu te sens libre, même le fait de se sentir libre, je pense que c'est déjà aussi un grand pas. Juste le fait d'avoir la possibilité d'être libre. Tu sais que tu peux le faire, en fait. Tu sais que... et que personne va t'enquiquiner sur telle ou telle question. Enfin, j'en suis, je pense, le meilleur exemple. Donc, moi, j'ai déménagé l'année dernière à Bordeaux. On a l'ensemble des équipes qui est essentiellement à Paris et dans l'Est de la France. Donc, autant te dire que Bordeaux, le sud-ouest, nord-est, c'est pas tout à fait le même chemin. Après, on a une bonne partie des effectifs en remote. Mais en fait, je dis pas que c'est l'exemple qu'il faut suivre et tout le monde doit partir en région. Mais moi, j'avais des problématiques personnelles qui m'ont poussé, des enfants tout simplement, qui m'ont poussé en fait à prendre cette décision. Et parce que je suis là-bas et que c'était plus simple, ça correspondait aussi à des choix de vie, mais qui sont quand même essentiellement là, drivés par un côté perso. Et je me suis dit, OK, j'y vais. Parce que, en vrai, je ne peux pas ne pas incarner ce que j'explique au quotidien. Oui. Et que c'est vraiment ça. C'est que après, pour autant, ça demande quand même des sacrifices. Je viens beaucoup à Paris, je m'organise différemment. Je fais beaucoup d'allers-retours, etc. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est que tu peux pas occulter ta vie perso. C'est pas vrai, en fait. Et si c'est ça, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera qu'un temps où tu auras une frustration qui va se créer. Et que là, en fait, dans ce système-là, tu peux trouver un équilibre qui est propre à chacun. Tu as des gens, ils sont des acharnés des boulots, ils veulent... enfin, voilà, bref, c'est personnel. Tout comme le salaire, c'est aussi très personnel. Combien je vaux, c'est ultra personnel. Et donc, tout ça, cette culture de boîte te le permet. Et donc, en fait, c'est effectivement, ça n'a pas de prix. Pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à garder les profils et que les gens vont rester, en fait. Souvent, le leader, le manager, les fondateurs, ils doivent aussi montrer l'exemple, tu vois. Est-ce que toi, tu arrives à prendre des congés en illimité? Est-ce que... Alors, tu vois. Bonne question. Non, mais j'imagine aussi que, tu vois, il y a cette espèce de dualité en mode, voilà, c'est notre culture de boîte, mais qu'est-ce que le fondateur aussi, il fait? Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Exactement. Et vraiment, cette culture d'entreprise, elle te challenge aussi toi en tant que fondateur, parce que moi, j'ai longtemps... Enfin, mon job, la boîte, c'est ma priorité. Enfin, je veux dire, j'adore ce que je fais, je m'épanouis vraiment là-dedans. Et on est un peu tous pareils dans les cofondateurs. Enfin, on est des acharnés de boulot. Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup bossé, mais c'est quelque chose que j'adore, en fait, que je fais avec grand plaisir et qui fait partie de ma construction personnelle, en fait. Donc... et plus jeune, je prenais pas beaucoup de vacances parce que au final, j'étais bien au taf. Mais maintenant que ma vie personnelle change, que j'ai des enfants et que mon mec est dans la banque, donc il a, lui, forcément, c'est 9 semaines. Je dis pas que j'arrive à prendre autant de congés que lui, mais j'ai de toute façon mes filles qui me rappellent quand même à l'ordre et j'ai quand même envie de passer du temps et besoin de passer du temps avec elles. Donc oui, après... En vrai, moi, je bosse un peu tout le temps. Quand je suis en congé, t'es jamais vraiment en congé, mais t'as des périodes où tu arrives à vraiment être off et ça fait du bien. Et oui, alors je pense pas que je sois le meilleur exemple dans le sens où je suis pas celle qui prend le plus de congés, mais je suis quand même parfois off et mon agenda est très clair. Quand je suis off, je prends pas de meeting pour le coup. Après, je traite, le quotidien, etc. Mais j'ai mon agenda qui est grisé, quoi. Là, j'ai 15 jours à la fin de la semaine, je prends 15 jours. J'ai pas de meeting, quoi, en fait, sauf urgence, mais a priori, au 15 août, il n'y a pas d'urgence, quoi. Carrément. D'ailleurs, Arnaud, qui était venu aussi derrière le micro, il me disait que... en fait, il avait le même discours que toi. Bon, lui, il me disait, franchement, j'arrive plus vraiment à travailler plus que 40 heures par semaine, mais j'ai besoin... En fait, c'est pas genre, j'ai pas une semaine type dans laquelle lundi au vendredi, je peux travailler le dimanche, le samedi... Des fois, je peux avoir une journée off la semaine. Mais justement, il employait ce mot, j'en ai besoin pour mon équilibre. Tu vois. Ouais. Et donc, c'est extrêmement important aussi d'apprendre à se connaître, et de savoir comment tu fonctionnes. Hyper intéressant. Je voudrais qu'on aborde le sujet, Amélie,
de la rémunération des commerciaux. Oui. Alors, ouais, c'est un vaste sujet. Nous aussi, on recrute sales chez nous. Et puis, on s'est dit, pour quelles raisons, eux, ils vont avoir des coms alors qu'en fait, le support, s'il n'est pas là, ça ne marche pas. Si le RH, il ne recrute pas la bonne personne, bon, on n'aura pas la bonne performance. Et si tu n'as pas de produit, parce que nous, c'est quand même ça qu'on vend. Ouais, exactement. Donc, si tu n'as pas de produit, bah, du coup, en gros, si le produit est top, ce sera facile de le vendre aussi. Donc, c'est quand même... Ah bah oui, nous, on a longtemps été une boîte où on n'avait pas de sales. Ouais. Quand je te dis en 2015, on était 50, il n'y avait pas un sales. On ne vendait pas, mais c'est pour ça que tout s'explique. Mais on croit beaucoup au fait que tu as un produit canon, ça va se vendre très facilement. Donc en fait, il n'y a aucune raison, philosophiquement parlant, que ce soit juste le commercial qui soit incentivé sur le fait de réussir à vendre, en fait. Alors que tout le monde a fait des efforts et que nous, nos équipes tech, elles se donnent, on sort des nouvelles features toutes les 3 semaines. En 2019, on se dit qu'on va faire un outil de prod qu'on ne faisait pas. On a pondu ça en quelques mois. Bon, maintenant, il a bien évolué, etc. Mais c'est du lourd, en fait, en tech, ce qu'il y a chez nous. Donc, il n'y a aucune raison que les commerciaux s'approprient seuls cette victoire, entre guillemets. Alors, nos chiffres commerciaux sont très bons. On atteint nos objectifs depuis 4 ans qu'on s'en est fixé, des objectifs commerciaux, on les atteint tous les ans. On fait une croissance très soutenue. Comment ça fonctionne ? En fait, ça fait partie aussi du deal de départ. C'est-à-dire qu'on va prévenir le commercial. Il arrive avec ses idées en tête. En gros, moi, je veux ça de fixe et ça de variable. Et on va lui dire, non, en fait, s'il n'y a pas de variable, ça ne marche pas comme ça. Donc, revois ton package, dis-nous combien tu veux. Et souvent, ils sont OK en se disant, attends, moi, si j'ai plus de fixe, ça me va bien. Et surtout, ça me va bien si je fais pas que du sales aussi. Ça me va aussi parce que, par exemple, je voudrais bosser un peu sur les partenariats. Je pourrais t'aider. J'aime bien toute la partie organisation d'événementiel. Et moi, j'ai des exemples types. C'est-à-dire que j'ai une nana dans mon équipe avec qui je bosse depuis 4 ans. Oui, quasiment 4 ans maintenant, qui a été recrutée pour être commerciale et qui maintenant, au fur et à mesure du temps, s'est trouvé une certaine appétence pour l'organisation des events. Et tu sais, tu vas y participer aussi, mais on a quand même des gros events sur nos secteurs, et notamment le congrès de l'ordre, les UE, le congrès de l'ordre qui arrive là bientôt en octobre, qui demande une espèce d'organisation chez nous, une logistique incroyable. Et donc, en fait, quand elle m'a dit, moi, j'aimerais bien faire ça, j'ai dit, mais banco. En fait, toi, tu es hyper bien placé. Tu connais bien le sujet, tu as des qualités qui sont faites pour ça. Donc, finalement, elle se retrouve à faire moitié sales, moitié marketing événementiel, on va dire. Et donc, si je lui avais dit que la moitié de son salaire, c'était des primes sur ses ventes, elle ne l'aurait jamais dit. En fait, c'est aussi ça, toute la puissance du truc. C'est que tu sais que tu peux faire des choses que tu as envie de faire et que ça ne va pas venir baisser ton salaire. Donc, en fait... résultat des courses, elle est super douée sur ce qu'elle fait en commercial. Donc, elle me fait un peu moins de commercial, c'est dommage, mais elle me fait quand même toute cette partie-là avec d'autres. Elle l'aurait jamais fait si la moitié de son salaire était sur les primes de ses signatures, en fait. OK. Donc, aussi, le bon deal, c'est de se dire, au départ, quand le sales il va venir, tu vas choisir, en fait, finalement, ton package. Et puis après, à vous de dire, c'est la forme de discussion. De toute façon, c'est de base. On lui explique. C'est à ce moment-là qu'on parle vraiment de la culture de la boîte. C'est-à-dire quand on parle salaire, parce que là, surtout sur les profils commerciaux, ils sont complètement perdus. Ils arrivent, ils se disent, non, mais attends, j'ai jamais vu ça. Ah, mais tu m'étonnes. Donc on lui dit, attends, prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Combien tu veux ? Quel est ton package, en fait, que tu aimerais ? Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre de primes. Quand tu fais évoluer ton salaire, tu peux très bien dire, OK, là, je me suis donné à fond cette année, mais j'ai tout donné, j'ai explosé les compteurs parce que j'étais on fire, quoi. Et donc, j'aimerais bien quand même matérialiser le fait que cette année a été une année exceptionnelle et du coup, que je voudrais prendre une prime. Du coup, OK, tu peux prendre une prime. Mais elle n'est même pas, c'est pas qu'elle n'est pas garantie parce qu'elle n'est pas dans ton salaire de base, en fait. Tu as ton fixe, voilà. Et tu fais évoluer ton salaire en fonction de ce que toi, t'estimes être pertinent pour toi à ce moment-là. Donc, ça peut être une prime qui récompense potentiellement le passé, mais ça peut aussi dire, en fait, j'ai tout cartonné, mais maintenant, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire du market. Donc, finalement, je vais changer de job. Donc, en fait, je ne veux pas prendre une prime, mais je veux faire évoluer mon salaire à la hausse, mon salaire brut, en fait. Et OK, du coup, c'est aussi où tu peux faire les deux, et tu peux le faire plusieurs fois dans l'année en fonction des périodes. Bref, c'est toi qui décides, en fait. OK, écoute, hyper intéressant. Merci beaucoup, masterclass Amélie. J'arrive à aussi mieux comprendre la profondeur
Parce que moi, je suis allé aussi à quelques événements, tu vois, le congrès, la dernière fois au Time Tour, et puis tu discutes avec les collaborateurs de chez Time, et puis j'imagine que tout n'est pas parfait, mais tu sens quand même quelque chose dans l'énergie des gens où il y a un truc qui est différent. Ils ont quand même, en tout cas dans la valeur perçue de l'externe, cette attache à la marque, cette attache à la brand, aux valeurs de l'entreprise. Je sais pas, ça transpire, quoi. Tu vois. Je pense que ça fait partie un peu de la sélection qu'on fait sur les profils. Il faut adhérer. Enfin, c'est plus qu'un job, en gros. Moi, j'aime bien dire ça en entretien d'embauche, c'est que tu adhères au projet, en fait. Tu adhères à la boîte, tu adhères à ce qu'elle représente. Nous a longtemps reproché de ne pas lever de fonds. Moi, c'était des questions que j'avais en entretien. Alors, les journalistes n'en parlent pas, mais alors en entretien d'embauche, mais comment vous allez faire pour survivre si vous ne levez pas des fonds? Mais mec, en fait, nous, on est rentable. Nous, on paye ton salaire parce qu'on a déjà des clients, on a déjà du chiffre, en fait. Et donc, tu en es à te justifier. Et en fait, je dis, est-ce que tu crois en nous, tu crois au projet, à cette ambition qu'on a, etc. Et quand ils viennent, les mecs, ils adhèrent. Et ça fait qu'ils restent, d'une part. Et ils ne restent pas que... Enfin, ils restent pour tout ça, en fait. Même si maintenant on est 250, je connais tout le monde. Je connais tous les prénoms des 250, à peu près. Je pense pas les derniers arrivés, là, peut-être, parce que peut-être pas les développeurs qui sont arrivés la semaine dernière, mais c'est quand même une grande famille. Franchement, t'adhères au projet. Quand tu viens, t'adhères à... Ouais. Et ça, j'espère qu'on continuera de garder cet ADN, quoi. Ça fait partie de la construction de la boîte. Donc, ça veut dire que souvent, on parle de maintenir la culture quand on fait grossir les équipes. Vous, la clé du maintien de la culture, c'est vraiment de découper en petits groupes, en fait. Oui, c'est des squads. Et puis après, la culture, elle évolue. En vrai, par rapport à ce qu'on a mis en place en 2017 et ce qui est maintenant... On a rajouté du cadre, on a maintenant des RH qu'on n'avait pas en 2017. Donc, tu vois, on a structuré des process. Incroyable, hein. Donc, ça n'a rien à voir. Mais elle évolue. Et elle évolue parce que parfois, soit on est contraint, soit c'est plus adapté, soit, bref, on a eu le Covid, tu vois, qui nous a aussi fait challenger. Tous ces sujets qui font que donc, oui, tant qu'elle évolue et que tout le monde est en phase avec ça, c'est OK. Ok, très clair. Toi, tu t'occupes du coup aussi beaucoup de la partie commerciale, relations clients. J'aimerais... qu'est-ce qu'ils racontent les experts comptables là, en ce moment? C'est quoi leur point de douleur? C'est quoi leurs questions? C'est quoi leur zone de doute? Tu vois. Donc là, j'imagine que toi, tu es beaucoup au contact avec eux. Oui. Et leurs collabs aussi. Exactement. C'est quoi la partie du marché? Donc, moi, vous, Time, vous équipez 2000 cabinets d'expertise comptable, 200 000 entrepreneurs qui utilisent aussi la solution, donc c'est pas rien. Raconte-nous un peu. Exactement, on a à peu près 2000 experts comptables clients, toute taille en fait, et ils n'ont pas forcément tous les mêmes problématiques. En ce moment, on entend beaucoup parler de l'IA. C'est pas nouveau, je pense que tu le traites pas mal aussi dans ton podcast. C'est pas quelque chose qui les inquiète particulièrement, mais c'est quelque chose qui les intéresse. Et ils n'ont pas forcément une grande inquiétude. Nous, on est plus inquiets qu'eux sur ces sujets-là, que ce soit l'IA, que ce soit aussi la concurrence. Pour moi, c'est aussi un vrai sujet d'inquiétude pour les experts comptables. Quand tu vois les legal tech qui arrivent, les banques comme Conto aussi, qui commencent à grappiller une partie du marché, à graviter autour de ces experts comptables, en fait. Donc... Plus ça va, plus cette concurrence, elle s'accroît et elle gratte, elle grappille un petit peu des parts de marché des experts comptables. Et donc, nous, on est potentiellement un petit peu plus inquiets qu'eux sur ces questions. Ça dépend quels experts comptables. Mais, et pour moi, c'est vraiment ça le sujet sur lequel ils devraient se concentrer. C'est comment je fais pour rivaliser avec ces mastodontes-là, de la création d'entreprises, de la banque, en fait, qui ont des moyens qui ne sont pas les leurs. Clairement, parce que Conto, c'est des millions d'euros qu'ils ont en poche. Les Legatech, ça lève beaucoup d'argent aussi. Et c'est brillant ce qu'ils font. Ils font des choses vraiment canon. Et donc, c'est inquiétant. Et pour moi, c'est plutôt ça. Après, nous, sur les questions vraiment purement produits, etc., oui, toute la partie prod, la partie automatisation, productivité, c'est nos questions de tous les jours. Donc ça, on les voit et ils ne sont pas plus inquiets que ça parce que c'est des questions habituelles. Mais pour moi, vraiment, c'est le changement du marché à l'heure actuelle tel qu'il est qui pourrait être potentiellement un peu plus inquiétant. Et que nous, on essaye de les accompagner au mieux pour rivaliser avec ses concurrents, en fait.
Ouais, mais vous, du coup, vous avez été assez précurseur avec l'expertcomptable.com à l'époque, où vous avez considéré que la bonne prise du marché, c'est aussi capter un espèce de produit d'appel, la création d'entreprise, pour après faire rentrer les gens dans le funnel et après les accompagner dans l'expertise comptable. C'est vrai que si on parle des Legal Tech, c'est Legal Place qui font ça aussi, où j'écoutais un podcast, purée, c'était où? Je crois que c'était dans un podcast... je ne sais plus, j'ai entendu son fondateur qui revendiquait, je crois, 10 000. Ouais, exactement. Que d'ailleurs, j'ai invité sur le podcast. Il m'a dit oui. Donc, j'aimerais aussi avoir, lui, sa propre lecture. Parce que ça se voit que l'attaque marché et la stratégie, elle est méga brillante, en fait, en réalité. C'est vraiment, vraiment brillant. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils ont, enfin, pour moi, ils ont compris beaucoup de choses. Hein. Après, c'est pas forcément parfait, puisqu'il n'y a pas forcément de conseils. Et ouais, bien sûr. c'est pas forcément comparable avec ce que peut faire un expert comptable. Donc, c'est une stratégie qui, pour moi, est brillante. Il peut y en avoir d'autres. C'est-à-dire qu'il y a de la place, à mon avis, pour tout le monde. Mais on ne peut pas juste dire je ne considère pas ce qui se passe à côté, en fait. Donc, là, c'est le sujet de la création, mais la création, c'est potentiellement un point d'entrée parce qu'on est quand même assez dynamique en termes de création d'entreprise en France et que nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous anime parce que faciliter l'entrepreneuriat et l'accès à l'entrepreneuriat, et on le voit d'ailleurs dans les nouvelles générations, le salariat tel qu'il était il y a 20 ans et où la conception du travail telle qu'elle était il y a 20 ans, ça a changé. Tu as beaucoup de jeunes maintenant qui se disent moi, je veux être aussi à mon compte, je veux créer. Enfin, voilà. Quand tu crées ta boîte, tu as un peu la fame, tu vois. C'est clair. C'est tant mieux. Et c'est OK. Et donc, comment tu fais pour accompagner ces gens-là? Tu peux pas leur dire c'est 3 000 balles la créa et puis je te l'envoie dans 2 mois. Parce que là, j'ai pas le temps. Tu vois, je suis en période fiscale. Ça marche pas, en fait. Ah, c'est clair, c'est cuit. En fait, ça ne marche pas. Alors, c'est pas ça qui font les experts comptables. Je suis pas en train de dire que c'est ça parce que heureusement, il y en a plein qui adoptent ces nouvelles méthodologies, qui ont compris qu'il fallait être rapide, visible, pas cher, ou en tout cas avoir un juste prix, parce que tu peux pas non plus être gratuit, t'apportes une valeur. Je veux dire, et le conseil que te procure l'expert comptable, ça a un prix. Oui, carrément. Tu peux décider de l'offrir parce que c'est ta stratégie marketing, mais quelque part, tout ce qui va t'apporter, il faut le valoriser. Yes. Aussi, Time, pour répondre aussi à ces enjeux du marché avec tous ces compétiteurs qui existent. Et là, vous avez lancé une nouvelle offre. Alors, je ne sais pas si elle est live déjà. Elle est live. Hein. Elle est en phase de test très approfondie. Elle sera live en septembre. Mais bon, du coup, je pense que quand le podcast sera... Yes. On sera bon. OK. Donc, là, maintenant, c'est de permettre aux entrepreneurs et aux cabinets, si tu m'arrêtes si je me trompe, hein, et aux cabinets d'avoir la solution Time gratuitement s'ils utilisent le compte pro Time. Exactement. Moi, je trouve que c'est assez... je trouve ça assez brillant et aussi en même temps risqué. Qu'est-ce que vous projetez, vous, pour l'avenir avec finalement ce nouveau business model-là? En fait, c'est plus philosophique qu'autre chose. C'est que, encore une fois, ça rejoint un peu ce que je te disais juste avant, c'est que il y a des concurrents pour les experts comptables. Il y a des concurrents qui ont des moyens. On parlait un peu de Conto, des Legal Tech, etc. Aujourd'hui, toutes proposent ces services de compte pro, quasiment, tous ces concurrents, parce que le compte pro est extrêmement rémunérateur, notamment sur la rémunération des dépôts. On s'est posé 1000 questions, comment faire pour partager cette rémunération, pour la redonner quelque part à vos experts comptables et essayer de faire en sorte de leur donner justement des armes, eux aussi, pour être pour concurrencer ces Legal Tech et ces banques. Donc, on s'est posé 1000 questions, etc. Et on en est arrivé à se dire que si déjà on pouvait gommer le prix du logiciel pour eux, donc le prix de Time, en l'occurrence, c'était déjà énorme. Parce qu'en fait, quand on était plutôt aux alentours de entre 10 et 15 euros par mois par dossier, aux alentours de 10 euros par mois par dossier, quand ça tombe à zéro, ça te fait quand même un énorme gain, finalement. Ah, oui. Et donc, tu es plus productif, tu as des collaborateurs satisfaits, des clients satisfaits, et tu gagnes du temps. Donc, en fait, tout ça gratuitement. Et nous, on arrive à se rémunérer sur la rémunération des dépôts du compte pro. Donc, en fait, là aussi, on est encore dans un modèle gagnant-gagnant. Ouais, je vois. C'est-à-dire que c'est gagnant pour l'expert comptable parce que pour lui, il ne paye pas, son client non plus. Et nous, on arrive à trouver des leviers pour se rémunérer autrement et donc continuer de mettre à disposition ces outils-là, continuer d'investir massivement pour eux, tout en ayant un coût qui soit nul, finalement.
Ouais, je comprends bien l'idée. Tu vois, je m'étais dit, mais comment après, j'ai la sensation que ce modèle-là va se démocratiser. J'espère. Ouais, alors, en tout cas, j'ai la sensation que ça va se démocratiser. Je tournais avec un épisode avec François Milot de chez Cégide, justement, qui est très sympa. Et une chose est venue dans ma tête. Est-ce que demain, l'entrepreneur, lui, qui finalement, tu vois, c'est entre guillemets, grâce à son boulot, qu'il va pouvoir avoir un flux financier. Est-ce que lui, il risque pas demain de se retourner contre des acteurs en disant, bah, en fait, vous vous rémunérez, mais moi, j'ai peut-être envie d'avoir ma part du gâteau. Mais là, tu as répondu une partie à la question en disant, bah, l'outil pour lui, il est gratuit, en fait. L'outil, il est gratuit, donc quelque part, on lui rend une partie. Après, on aimerait aussi pouvoir lui rendre peut-être plus. Aujourd'hui, ça paraît compliqué, Ouais, je comprends, légalement parlant. Et puis même, il y a un moment donné, nous, si on veut aussi pouvoir lui mettre à disposition les meilleurs outils, il faut quelque part qu'on puisse garder une part du gâteau. Ouais, je comprends. Aussi. Non, donc, je comprends. on peut pas, en tout cas, à l'heure actuelle, on ne peut pas tout rendre. Le fait de lui rendre l'outil gratuit, donc il a quand même un compte pro plus toute la suite Time, hein, Ouais, je vois. et c'est gratuit. Alors que ça a une vraie valeur. C'est déjà un geste qui est énorme. Ouais, non, mais je comprends la philosophie, en fait. Tu vois, j'avais pas tout à fait la philosophie jusqu'à temps que tu me l'exprimes à l'instant T. C'est vraiment plus philosophique que financier. Enfin, ouais, je comprends. Et c'est pour ça que c'est même pas une offre qui est one shot. Enfin, c'est une offre qui est amenée à perdurer, peut-être évoluer en fonction de l'évolution aussi de la loi. Mais parce qu'aujourd'hui, on est quand même contraint. On peut pas redonner cette rémunération des dépôts. Enfin, nos avocats nous ont dit que c'était quand même compliqué. Donc, on est sur des sujets très, très touchy. Donc, pour l'instant, on fait le max qu'on peut faire. Ok, je comprends. Dans pour les l'expert règles. comptable et son client. Ok, hyper clair. Quelle est ta vision, du coup, produit, mais aussi peut-être une vision marché demain avec l'intelligence artificielle? C'est un mot qu'on entend beaucoup. Concrètement, l'intelligence artificielle pour Time, aujourd'hui et demain, c'est quoi? Alors nous, ça fait quoi? Nous, l'intelligence artificielle, on en fait depuis toujours, en fait. On en parle beaucoup maintenant. On en parlait beaucoup aussi il y a 4-5 ans sur toute l'automatisation, l'autorisation, etc. Mais nous, c'est inné chez nous. On a une grosse équipe de data scientists, de data engineers, etc. Depuis le début. Donc, on en a toujours fait. Là, maintenant, ça prend des proportions sur toute la partie LLM, notamment. Comment on va pouvoir aider le comptable et l'expert comptable à gagner du temps, soit dans sa relation avec son client, soit dans la production de son bilan. Donc, pour moi, les enjeux, ils sont là. Ils sont comment faire gagner du temps à l'expert comptable sur sa production et ou sur sa relation avec son client. Attention, ça ne veut pas dire que ça va traiter toutes les réponses, etc. Mais en tout cas, celles qui ont le moins de valeur ajoutée, ça va pouvoir les traiter, te préparer un texte de réponse potentiellement, limite le personnaliser, puisque ça va aller jusque-là demain. Donc, c'est assez puissant. Je pense qu'on n'est pas tout à fait prêt Enfin, on n'est pas tout à fait prêt. On est encore assez loin d'imaginer. Alors, on s'en rend un peu compte avec ChatGPT, toutes ces choses-là, mais tout ce que ça va pouvoir nous apporter. Et donc là, nous, on investit clairement massivement là-dedans. Après, c'est plus ou moins bien perçu en fonction des experts comptables. Il y en a qui veulent tester, il y en a qui sont sceptiques. Mais moi, je suis convaincue que ça va arriver. Donc, en fait, on ne peut pas l'occulter. Et que nous, on se fait un devoir de le proposer aux experts comptables. Parce que sinon, tu as d'autres acteurs qui, de toute façon, l'auront et qui ne sont pas forcément experts comptables et qui vont proposer un niveau de qualité de réponse qui sera équivalente à celle que peut proposer un collaborateur un peu lambda. Tu es obligé au moins de te mettre à ce niveau-là. Et après, toi, tu fais le reste, c'est-à-dire l'accompagnement humain, la relation humaine qui la machine ne le fait pas, le conseil potentiellement, où tu proposes d'autres produits, d'autres offres annexes. Tu vas sur, je sais pas, l'accompagnement sur la partie fiscalité personnelle du dirigeant. Tu proposes d'autres choses. Et je pense que les experts comptables n'ont pas le choix, en fait. Ouais. J'écoutais un podcast de Com, le fondateur de Indie. Et justement, il parle de l'ADN de cette entreprise qui a été créée au début, où à la base, on appelait ça un robot comptable. Et puis, finalement, ça s'est un peu perdu. Mais avec l'intelligence artificielle, il disait que le robot comptable reprend tout son sens. Et donc, en fait, des acteurs comme
comme Indie, eux, ils vont investir massivement. Évidemment, et ils ont tout à fait raison. Justement dans l'IA. Et vous, en fait, quand je discutais avec Arnaud la fois passée, je trouvais ça intéressant de se dire, en fait, les LLM, ils vont nous aider à améliorer, gagner du temps dans la gestion de la relation client ou travailler sur des tâches à faible valeur ajoutée. Donc, en fait, vous, c'est un peu votre réponse là immédiate que vous voulez apporter avec Time. Il y a d'autres acteurs qui vont se dire bon, on va faire de l'IA juste pour faire que de la mission de conseil entre guillemets. C'est quoi un peu votre logique là-dessus et votre thèse? L'objectif, c'est vraiment de gagner du temps. En fait, c'est ça, gagner du temps et ce temps-là charge ensuite à l'expert comptable de le mettre à profit comme il le souhaite, en fait, de se créer des opportunités. Mais pour moi, c'est vraiment gagner du temps. Proposer des réponses, se nourrir des réponses qui ont déjà été faites sur tel et tel dossier pour que ce soit ultra pertinent. Mutualiser aussi les réponses parce que tu as des cabinets où en fait il y a une personne qui a le savoir et les autres l'ont pas. Donc si tu arrives à récupérer la data de ces mails par exemple, des choses comme ça et à l'enrichir avec aussi toute la partie légale, etc., en vrai c'est hyper puissant. Donc en fait c'est gagner du temps, faire gagner du temps en fait aux experts comptables. Du coup, en fait, toute cette première histoire que tu as vécue toi avec Time, comment tu la vois, l'autre partie de l'histoire et l'autre chapitre à ouvrir? C'est quoi un peu qui t'anime en toi-même? En vrai, les challenges sont assez fous. On voit bien en 4 ans là, que tout change. Le marché des logiciels d'expertise comptable, tout a changé. La donne, il y a une tendance à la concentration. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, Penny Lane notamment, qui nous challenge à mort et qui font que le marché va changer. Donc en fait, on n'est clairement pas au bout de l'histoire. Comment ça va se passer dans 5 ans, je ne serais pas capable de te le dire. Je pense que on va tirer notre épingle du jeu parce qu'on est plutôt dans une phase très ascendante et on voit bien qu'on investit encore massivement dans le développement, dans les outils, etc. Et ce n'est pas forcément le cas de toutes les legacy, de toutes bref, des anciens en fait de ce monde-là. Et donc, s'il doit en rester que 2 et qu'il reste Penny Lane et nous, je suis contente en fait. Et dans 5 ans, je pense que c'est à peu près ça qui va se passer. Hyper clair. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. C'était un grand plaisir pour moi, Amélie, de pouvoir échanger avec toi. Hein. Merci pour ce baptême. J'ai encore 2-3 questions à te poser pour clôturer ça. Comment tu fais pour garder ton niveau d'énergie, ton panache? Comment tu progresses aussi pour essayer de toujours te mettre au niveau? L'énergie, je te cache pas qu'à 38 ans, c'est plus la même qu'il y a 10 ans, mais on est quand même encore très en forme. Non, en vrai, moi, je suis hyper animée par tous ces projets, par ces évolutions, par la boîte qui construit. J'adore aussi l'humain, en fait. Moi, au-delà de la partie commerciale qui est sur le papier, c'est vraiment ce que je fais. Mais en fait, moi, je gère des hommes. Et ça, c'est un truc que j'adore. Et c'est ça qui m'anime, en fait. Je suis beaucoup plus stressée par un cas que je vais avoir avec un collaborateur dans la boîte que par un client. C'est évident. C'est des choses qui vont... Et donc, de faire en sorte que tout le monde arrive à avancer, c'est ça aussi qui m'anime. C'est que quand je vois... c'est pas du tout bullshit, c'est vraiment un truc que j'aime à fond. C'est quand je vois que les profils que j'ai recrutés juniors, ils passent les étapes, ils s'épanouissent dans notre boîte, ils restent, ils drive, ils lead d'autres gens, ils lead plein de sujets et ils sont meilleurs même que moi à la fin sur plein d'autres sujets et c'est tant mieux. Ça, c'est vraiment une satisfaction personnelle. Enfin, c'est ça qui m'anime vraiment. Donc si on pouvait, après, au bout d'un moment, tu peux pas. Ouais, c'est sûr. Mais ça fait partie des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, quoi. Si tu avais des ressources aussi à partager à nos auditeurs qui nous écoutent, tu vois, des livres ou des podcasts ou des émissions ou je sais pas, des choses qui t'ont vraiment permis de progresser dans ta vie, est-ce que tu pourrais les partager là? Alors moi, j'écoute pas mal de podcasts, mais j'écoute aussi pas mal de podcasts parce que donc, je suis maman depuis 7 ans maintenant. Ma grande, elle a 7 ans. Et c'est quand même assez compliqué en tant que femme, en tant que mère, en tant que chef d'entreprise de tout cumuler. Et donc, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat féminin, sur ces exemples de nanas qui réussissent. Et c'est pas que ça m'aide, mais en fait, je sens que oui, c'est important pour moi de me dire que tu peux pas être parfaite partout, que ça n'existe pas, la Wonder Woman. Donc ça, c'est les podcasts. Alors, j'ai 2-3
non, je pourrais te filer à l'occasion. Je ne sais pas si on peut les citer là, mais... Oui, bien sûr, je veux tout citer. Après, c'est des choses très maternité, ressentir, Bliss, toutes ces choses où tu as des Ah oui, profils Bliss, vraiment... c'est une masterclass. C'est masterclass à chaque fois, hein, ça. Donc, tu as vraiment... après, c'est focus maternité. Et après, sur les sujets aussi, une des choses qui moi, m'a vraiment changé la vie, c'est les formations à la communication. Je reviens dessus, mais les livres, j'en ai lu plein, mais c'est vraiment... faire ce stage de formation à la communication, notamment la formation Gordon, mais il y en a d'autres un peu qui s'inspirent de ce style-là et qui, ça a changé. Ça a changé ma vision de l'homme, et donc des gens avec qui j'interagis. Et ça m'aide aussi même perso, quoi. Je veux dire, avec mon mec, avec mes enfants, c'est incroyable la puissance du truc. Donc ça, je conseille à tous de faire un petit stage. Super. C'est pas facile de trouver le temps dans son emploi du temps. Ouais, je vois, mais c'est vrai que la bonne interaction, la bonne manière de communiquer avec les gens, ça, en fait, ça change la vie, quoi. Ça change la vie. Ok, merci beaucoup, Amélie, merci à toi. pour cette conversation. J'ai adoré. J'espère que vous aussi, qui l'avez suivi, c'est le cas. Si vous souhaitez naturellement voir d'autres épisodes comme ça, je vous invite à partager, liker, commenter, mettre des 5 étoiles sur toutes les plateformes. Ça donne beaucoup d'énergie. Moi, j'aime bien. Je cultive l'énergie avec vos feedbacks aussi. Allez faire un gros coucou à Amélie directement. Je mettrai toutes les informations en description de cet épisode. Et puis si vous souhaitez vous former à Time, vous pouvez aller directement sur la plateforme Counter, parce que si vous souhaitez à la fois avoir un cours de logiciel avec une brique de comptabilité, je vous invite à directement aller en description de cette vidéo. Et puis naturellement, qu'est-ce que j'allais dire Time, j'allais dire Counter. Non, pas du tout. Time recrute des profils. Toujours, ouais. Donc, je vous mets tout ça en description de cette vidéo. Sur ce, 1000 merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite naturellement le meilleur et à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation. Ciao!